L'épisode commence par un rappel. Peggy Carter apparaît dans des extraits de Captain America, The First Avenger, où elle travaillait avec Steve Rogers pendant la guerre. Puis on la retrouve en 1946, à New York, après la fin du conflit mondial. Steve est mort, et Peggy tente de reprendre une vie normale tout en travaillant pour la SSR, Strategic Scientific Reserve, une agence gouvernementale. Au bureau, elle est entourée d'agents masculins qui la sous-estiment constamment. Bien qu'elle soit extrêmement compétente et expérimentée, ses collègues la relèguent souvent à des tâches administratives comme taper à la machine, préparer le café ou répondre au téléphone. L'agent Jack Thompson la sous-estime beaucoup, par contre l'agent Daniel Souza plus respectueux avec elle. Peggy, malgré tout, reste digne et supporte ses humiliations. La vie de Peggy change quand Howard Stark, l'inventeur et allié de la guerre, est accusé d'avoir vendu des armes secrètes au marché noir. Le gouvernement le considère comme un traître et ouvre une enquête. Mais Stark, en fuite, demande l'aide de Peggy. Un soir, Howard Stark apparaît clandestinement et explique qu'on lui a volé des inventions dangereuses. Il lui confie la mission de retrouver ses armes avant qu'elles ne tombent entre de mauvaises mains. Il lui présente aussi son majordome, Edwin Jarvis, qui deviendra son allié discret. Première mission, retrouver la nitramène disparue, l'explosif très extrêmement dangereux. Peggy commence sa mission secrète. Elle mène sa propre enquête sans en informer la SSR, car ses supérieurs ne la prendraient même pas au sérieux. Peggy infiltre un club de nuit tenu par des criminels, déguisés et rusés sans se faire remarquer, elle parvient à obtenir des informations et récupérer un cylindre contenant la nitramène. Mais au même moment, elle croise un homme mystérieux. Peggy réussit à se défendre et à s'échapper, mais elle réalise le danger de sa mission. Arrivée à la maison, elle finit par ouvrir le cylindre et sortir le petit tuyau contenant une lumière, avec de la fumée qu'elle finit par éteindre. Peggy partage son appartement avec une colocataire, Colleen O'Brien, une jeune femme aimable qui la soutient dans son quotidien. Mais lorsque Peggy ramène le cylindre de nitramène, l'assassin mystérieux retrouve sa trace et pénètre dans l'appartement. Pensant trouver Peggy, il tue froidement Colleen, qui se trouvait là. Ce moment choque profondément Peggy. Elle finit par se débarrasser de l'assassin qui a une cicatrice au cou. Sa vie secrète vient d'avoir une conséquence tragique sur une innocente. Cela renforce son sentiment de culpabilité et sa détermination à arrêter les coupables. Peggy montre alors à Jarvis ce qu'elle a trouvé dans le cylindre. Celui-ci lui propose d'aller voir un docteur. Avec Jarvis, Peggy continue à enquêter et découvre un laboratoire secret appelé Roxxon où l'on fabrique des armes à partir de la nitramène. Elle y trouve plusieurs cylindres prêts à exploser. Alors qu'elle tente de neutraliser la menace, l'un des hommes cicatrisés jette un cylindre par terre, ce qui provoque des fumées et cause une explosion. Peggy doit improviser. Elle court en demandant à Jarvis de venir le prendre et ils finissent par esquiver par justesse à l'explosion. Pendant ce temps, à la SSR, ses collègues poursuivent leur enquête officielle sur Stark. Ils n'ont aucune idée que Peggy mène déjà la véritable chasse aux armes volées. Ils apprennent que l'usine Roxxon vient d'être explosée. Après avoir perdu sa colocataire, Peggy veut changer d'endroit pour s'éloigner de l'ennemi. Elle va voir son amie Indy qui est serveuse dans un cafétéria. Celle-ci remarque qu'elle cherche un appartement et elle lui demande « Est-ce qu'elle veut déménager ?» Peggy lui dit oui qu'elle a perdu sa colocataire. Indy lui propose alors de venir loger à côté d'elle pour être sa voisine. Mais Peggy dit qu'elle a un rendez-vous avec un ami pour visiter un appartement. Elle va voir Edwin Jarvis, qui lui montre un beau manoir. Celui-ci lui décrit les meubles, mais Peggy refuse de rester pour éviter qu'on découvre qu'elle a des liens avec Stark, jusqu'à ce que Edwin Jarvis lui montre la chambre à coucher qui est magnifique. Peggy répond alors qu'elle va peut-être passer une nuit. Peggy se déguise en rose et arrive chez les Daisy Clover pour tenter de localiser la voiture qui transporte le nitramène. Arrivée là-bas, elle se présente au contremaître en tant que la représentante du service d'hygiène de New York. Elle lui dit qu'elle a reçu 15 plaintes à son sujet concernant les infractions à l'article 42-33 du Code de la santé publique relative au transport des produits laitiers. Le contremaître répond « Les plaintes de la part de qui ?» Peggy lui répond « De moi pour commencer. J'ai un ordre du tribunal qui m'autorise à inspecter tous vos camions de transport. Si je trouve du lait à la place du fromage, vous me sentirez. » Elle finit par vérifier les camions et utiliser la machine qui détecte les radiations Vita. Mais elle n'a rien trouvé. Elle remarque qu'il manque un camion. Donc elle demande au contremaître. Celui-ci lui dit qu'il est avec un de ses gars appelé Sheldon McField, qui est malade. Peggy récupère l'adresse et le nom du gars, puis elle s'en va. Au même moment, les agents de la SSR se rendent sur un lieu où ils observent les ferrailles du laboratoire Roxxon qui a implosé à cause de la nitramène.
Le chef Roger Dooley mène l'enquête, accompagné de Jack Thompson et Grace Winsky. Le chef Roger Dooley et Thompson partent et laissent Grace Winsky de se charger du tas de ferraille de l'usine démolie. Peggy appelle Jarvis et lui demande de se débarrasser de la voiture de Howard, qui a été endommagée lors de l'explosion, en lui disant que la SSR est partie chez Roxxon pour faire des recherches en ce moment même. Thompson et Roger se rendent chez Monsieur Jones, le PDG de la raffinerie Roxxon, pour savoir ce qu'il y a eu entre lui et Stark. Celui-ci leur fait comprendre que Stark travaillait sur une formule de nitramène moléculaire, un composé chimique capable de produire de terribles explosions. Ça a probablement rapport avec son travail sur les radiations Vita. Au bureau, Peggy tente de se débarrasser des photos, mais elle ne réussit pas à ouvrir le tiroir dans lequel l'agent Sousa les a posées. Chez Monsieur Jones, dans la raffinerie Roxxon, Peggy a été invitée. Avec son collègue agent Thompson, ils testent les employés de l'usine. Ils arrivent à arrêter un homme qui était proche des radiations Vita lors de l'explosion. Peggy joue un rôle très important dans son arrestation. Bien avant Peggy, elle-même s'est débarrassée de tout ce qui peut être testé positif aux radiations Vita sur son corps, notamment sa montre. L'homme arrêté est soumis à une séance d'interrogation. Il ne donne aucune information concrète. Par après, il se fait malmener. Peggy, accompagnée de Monsieur Jarvis, arrive sur un lieu. Peggy sort de la voiture, se dirige vers un camion garé. Elle l'ouvre et découvre les cylindres explosifs. Elle entre dans la chambre, trouve un homme, en l'occurrence Sheldon McPhee, et ils se battent. C'est dans sa maison qu'est retrouvée la voiture remplie d'explosifs. Elle l'attache. Elle remarque la présence d'un homme. Elle court et l'arrête. C'est l'homme avec la cicatrice au cou. Elle l'interroge sur les inventions de Monsieur Stark, mais il ne donne pas de réponse concrète. Pendant ce temps, Monsieur McPhee disparaît. Peggy, Jarvis et l'homme avec la cicatrice, Monsieur Branis, partent pour Manhattan. Soudain, un homme tombe sur le toit de la voiture dans laquelle ils sont. Les coups de feu partent dans tous les sens. De son côté, McPhee est arrêté par l'agent Thompson et son patron. Il lui pose certaines questions. Peggy se bat avec l'homme qui est descendu sur le toit de la voiture. Jarvis tente de sauver les cylindres pour qu'ils ne tombent pas, mais un finit par tomber. La situation devient compliquée. Peggy se bat avec l'homme qui est tombé sur le toit de la voiture. Elle demande ensuite à Jarvis de sauter de la voiture, en attrapant avec lui l'homme à la cicatrice au cou, Monsieur Branis. Il exécute, il tombe. Peggy crucifie sur le toit avec un couteau l'homme qui est tombé sur le toit de la voiture. Après s'est battue avec lui. Elle tombe aussi et laisse la voiture tomber dans une rivière, et ça crée une énorme explosion. Thompson et son chef, présents dans la zone, observent l'explosion. Ils se précipitent pour aller voir ce qui se passe. Peggy demande à Branis où ils ont caché les armes volées à Monsieur Stark. Branis, l'homme avec la cicatrice au cou mourant, tente de communiquer avec Peggy. Comme il est incapable de parler, il dessine un symbole étrange dans le sable avant de mourir. Ce symbole, incompréhensible pour Peggy sur le moment, représente une organisation secrète encore plus vaste derrière le vol des armes de Stark. L'équipe de Thompson arrive sur les lieux, analyse l'endroit, soupçonne la présence d'une femme sur les lieux avant l'accident. Après l'accident, Peggy se fait soigner par Monsieur Jarvis. Peggy part après visiter sa nouvelle boîte téléphonique. La gérante lui donne des instructions sur comment y vivre. Aussi, elle cherche à savoir combien de temps elle compte travailler pour la compagnie, ce que Peggy répond avec beaucoup de douceur, en disant jusqu'à ce qu'elle se marie. Au bureau Thompson, Sousa et leur patron cherchent toujours à identifier la blonde qui était présente lors de la soirée où Peggy était partie récupérer le nitramène. Dans les débris de l'usine de Roxxon pulvérisée, un collègue de Thompson, Monsieur Grace-Winsky, qui s'occupe de les trier pour trouver une piste sous le commandement du chef, découvre une plaque de voiture, en l'occurrence, celle que Peggy et Jarvis avaient utilisée avant l'explosion. L'épisode reprend peu après la mort de Leet Branis et la destruction du camion rempli de cylindres de nitramène. Peggy est troublée par les événements. Elle n'a pas pu sauver Branis, et le seul indice qu'il a laissé derrière lui est ce symbole étrange dessiné dans le sable. Elle sait que ce signe est la clé pour comprendre qui tire les ficelles. Dans sa nouvelle résidence, les hommes ne sont pas autorisés à venir les voir. Un homme se trompant de chambre tombe sur Peggy. Il veut aller voir sa copine, demandant à Peggy de le laisser passer chez elle pour y aller. Mais Peggy refuse qu'elle passe par sa chambre pour aller la voir. Sa copine est à l'étage suivant. Le patron de la SSR, Roger Dooley et Grace Winsky, se rendent à l'hôtel là où était logé Leet Branis. Ils vérifient la chambre et trouvent du cash et des passeports, respectivement un passeport britannique du nom d'Alfred Line, un Américain du nom d'Orson Ox et un Portoricain au nom de Federico Roslin. Ils découvrent aussi la présence de la machine à écrire qu'utilisait Monsieur Branis. Dans la résidence où Peggy est logée, une fille se fait renvoyer en l'occurrence, la fille chez qui l'homme qui s'est trompé de chambre en se retrouvant à la fenêtre de Peggy est venu.
L'agent Souza a localisé le propriétaire de la voiture, à qui appartient la plaque d'immatriculation retrouvée dans les débris des ferrailles, dans l'explosion de la raffinerie Rawson. La voiture appartient à M. Stark. Il informe ses collègues et leur patron. L'agent Souza dit « M. Stark avait mis les voiles, c'est-à-dire s'est échappé ». Alors le boss Roger Dooley dit qu'il y avait bien quelqu'un au volant. Donc il cherche à savoir qui était au volant de la voiture. Peggy va voir M. Jarvis et lui dit que sa propriétaire lui a suggéré une idée. Elle dit alors « Si elle savait comment le cambrioleur a accédé et vidé le coffre impénétrable de M. Howard Stark, elle pouvait peut-être remonter sa trace et retrouver les prototypes disparus. » Jarvis lui dit que le voleur n'est pas ressorti exactement par la porte d'entrée. Peggy lui demande la nuit du cambriolage est-ce qu'ils ont entendu quelque chose. Eh bien non, dit M. Jarvis. Au même moment, l'agent Souza et Thompson viennent cogner à la porte de M. Jarvis. Peggy se cache. M. Jarvis va ouvrir la porte. Jarvis demande aux agents ce qu'ils sont venus chercher. Il l'informe qu'ils ont trouvé un pare-choc qui appartient sur une scène de crime, donc de les accompagner au poste de police. Arrivé au poste de la SSR, M. Jarvis se fait interroger. Au même moment, Peggy présente joue à la sournoise en demandant que c'est pas le majordome de M. Stark. Roger lui demande est-ce ce qu'elle la connaît. Peggy dit qu'elle a lu le rapport. Peggy demande alors au patron s'il croit vraiment qu'il est impliqué dans l'explosion de la raffinerie Rawson. Le boss lui répond il n'a peut-être pas posé la bombe, mais il a pu faire office de chauffeur. Thompson continue d'interroger M. Jarvis en lui montrant 2 photos de 2 individus qui ont volé les fabrications de M. Stark, en lui disant qu'ils sont tous les 2 morts. Content, Jarvis joue la comédie et en lui disant qu'ils ont trouvé leur voleur en tout cas. Thompson lui dit qu'il sait ce qu'il va faire s'il a perdu le pare-choc de sa voiture sur une scène de crime. Je signalerai le vol du véhicule. Jarvis dit s'il insinue que M. Stark fera un truc pareil. Thompson lui jette les photos en lui disant qu'il insinue que c'est lui, que c'est pas M. Stark qu'il est en cavale. Jarvis reprend. Il est aussi totalement innocent. Thompson dit alors qu'il comprend son recrutement. Il est posé, intelligent et extrêmement loyal. Pour cela, Thompson est obligé de le menacer qu'ils seront expulsés du pays. Il lui dit qu'il va devoir dire ça à sa femme, et lui demande comment il va le lui dire. Thompson l'oblige à appeler sa femme, lui-même va lui dire. Jarvis, nerveux, dit de laisser sa femme en dehors de ces histoires. Thompson lui dit qu'il l'a entraîné dedans avec son patron en enfreignant la loi. Vous payez. Elle paye. Peggy, qui était présente dans la salle d'interrogation, part pour aller chercher un dossier et l'amener à son boss, juste pour perturber la séance en les déconcentrant, pour éviter qu'on coince Jarvis et soutirer plus d'informations. Arrivée, elle demande à Chef Dooley qu'il faut son signature et que ça ne peut pas attendre. Il finit par signer. Thompson laisse Jarvis un moment. Il se voit, agent Thompson, Chef Dooley, et agent Souza. Il félicite agent Thompson pour son taf qu'il est en train de faire, en lui disant que M. Jarvis finira par donner des informations concernant M. Stark. Chef Dooley dit à Thompson que c'est sa femme le point faible de Jarvis. Peggy qui apparaît soudain quand Thompson voulait présenter le chef Dooley à Jarvis, après les avoir écoutés. Elle dit au chef qu'elle a peur d'avoir pris par erreur le signalement de la voiture. En ce moment, M. Jarvis se sent en confiance et se lève en disant avant de procéder à son arrestation, il va devoir se permettre de prendre son congé. Et s'ils veulent souhaiter approfondir un détail, de ne pas hésiter de contacter l'un des avocats de M. Stark. Au bureau du chef Roger Dooley, Peggy subit un châtiment verbal du chef, mais pour elle, le coup est bien joué et réussi. Arrivée à la résidence, Indy, l'ami de l'agent Carter, vient la voir dans sa chambre en lui demandant de lui raconter sa journée, mais Peggy dit qu'elle est fatiguée. À sa sortie de la chambre de Carter, Indy et Carter se retrouvent en face de la chef de la résidence avec une fille en leur disant que c'est leur nouvelle voisine qui se nomme Underwood. La présentation se fait rapidement et elles se séparent. Arrivée dans les égouts où le voleur est passé pour voler, Peggy demande à Jarvis de lui dire la vérité sur son passé. Jarvis lui dit, avant la guerre, qu'il était au service d'un général et qu'il voyageait beaucoup, et qu'ils étaient à Budapest quand il a rencontré sa femme Anna qui est juive. Le général détenait plusieurs sauf-conduits. C'est un document qui accorde de se déplacer librement d'un lieu à un autre sans crainte de se faire arrêter, notamment en temps de guerre ou dans les contextes diplomatiques. Dans son coffre, un seul aurait assuré sa sécurité, mais il a refusé de signer. « Vous l'avez fait à sa place », dit Peggy. Jarvis dit d'où le renvoi pour manquement à l'honneur. Peggy lui demande comment elle a pu quitter le territoire, en parlant de sa femme Anna. Jarvis dit comme lui, il a évité la pendaison. Peggy lui demande par rapport à M. Howard Stark. Par rapport à M. Stark, Jarvis lui dit qu'il avait un contentieux avec le général et ils sont toujours entendus. Quand il a appris de mon erreur,
Il a utilisé son influence. Anna sait ce que Stark a fait pour vous, mais elle ne sait pas ce que vous faites pour lui, dit Peggy à Jarvis. Ces derniers temps, non, répond Jarvis à Peggy. Arrivé à la sortie de l'égout, Peggy voit le symbole que M. Branis avait dessiné dans le sable lors de l'explosion avant de mourir. Jarvis et Peggy rentrent dans une chambre où il y a les inventions volées de M. Stark. Peggy suggère d'alerter les autorités. Par contre, Jarvis refuse. Jarvis la raisonne en lui demandant si elle va à police, comment elle va signaler les objets retrouvés. Agent Carter, comment avez-vous découvert les objets volés? Peggy répond. Leet Branis m'a indiqué leur cachette. Jarvis reprend. Comment avez-vous entré en contact avec Leet Branis? Peggy répond. J'ai mené ma propre enquête privée avec l'aide d'Howard Stark. Jarvis reprend. Quelle est la nature de vos relations avec lui? L'avez-vous revu depuis sa disparition? Est-ce que vous collaborez avec Howard Stark, un traître à la nation? Sur ce, Jarvis lui dit de ne pas aller signaler cela, que ça peut empirer la situation. Peggy, consciencieuse, finit par accepter et dit à Jarvis de les appeler, mais en le mettant en garde qu'ils connaissent déjà sa voix. Jarvis signale enfin les objets volés retrouvés à la SSR. Peggy se fait attaquer dans la chambre par un monsieur. Ils se battent jusqu'à ce que Jarvis débarque pour porter son aide à Carter. Ils assomment le monsieur. Au même moment, la SSR débarque sur le lieu. Peggy et Jarvis se retirent pour éviter d'être remarqués. L'agent Sousa et Grayswinski, sur le lieu, rentrent dans la chambre et trouvent les objets avec l'homme assommé. L'homme assommé est Jérôme Zando. Grayswinski, qui conduit Zando au poste pour un interrogatoire, se fait tuer. Jérôme Zando aussi est tué pour éviter de révéler des informations. Au bureau, Peggy tombe dans une atmosphère de tristesse et apprend la mort de l'agent Grayswinski. Sousa, furieux, dit qu'il va trouver le salopard qui les a appelés pour signaler d'avoir retrouvé les objets volés. Roger Dooley, le chef, dit à ses agents qu'il faut qu'ils sachent que c'est Howard Stark le traître qui les a mis dans cette situation pénible et qu'il ne faut pas qu'ils l'oublient. Peggy va voir son amie Indy et essaie de lui raconter sa journée pour se soulager. Indy l'écoute et l'apporte son soutien. Elle la réconforte.